Bien, merci Jean-Daniel pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de reconstruction de surface. D'abord, un peu de contexte, avec notamment les capteurs pour acquérir des données géométriques sur des surfaces, les applications liées à ce problème. Et puis ensuite, je vais poser le problème de la reconstruction de surface. Je vais notamment expliquer un peu pourquoi c'est un problème mal posé. Ensuite, je vais passer en revue quelques idées, plusieurs idées, les différentes approches, en tout cas principales qu'on trouve dans la littérature. Alors, il y a plus de 1000 références sur ce sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est une présentation avec un niveau de détail un peu variable. Je vais essayer de faire passer en tout cas les idées principales, quelques intuitions, et puis plus ou moins de détails suivant la méthode. Après, un sujet qui me tient à cœur, c'est notamment ce que j'ai appelé la quête de robustesse. La quête de robustesse signifie en gros concevoir des méthodes qui marchent encore, qui sont stables en présence de données imparfaites. Vous allez voir que ça, c'est un défi important. Et ensuite, je vais faire un petit peu plus de prospective, vous parler des défis émergents, du nouveau contexte qui s'offre à nous, soit comme des problèmes plutôt endurants, scientifiques, des nouveaux défis scientifiques sur ce sujet-là. Alors, d'abord, un peu de contexte. Il y a une multitude de capteurs et beaucoup de progrès technologiques sur les capteurs. Et ce qu'on observe quand même, une tendance assez générale, c'est d'abord, il y a eu une évolution des capteurs à contact, d'abord. C'est des capteurs assez anciens, mais très précis, vous voyez ici, pour contrôler les pièces mécaniques. Et puis, la tendance, c'est d'aller vers également des capteurs sans contact. Le but, c'est de mesurer de plus en plus de choses, de plus en plus loin, jusqu'à des satellites. Vous avez ici au milieu des scanners, ce qu'on appelle scanners laser. Alors, soit des méthodes un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne, où vous avez un bras articulé avec le scanner au bout, et vous brossez un peigne laser sur un objet, manuellement. Donc, le bras laser, lui, il enregistre également les angles. Ce qui fait que chaque acquisition du laser est recalée dans le même repère. Donc, vous gagnez déjà ce qu'on appelle le recalage, qui est un problème important. Ici, vous avez une boîte, ça ressemble à un gros appareil photo. Ça, c'est un scanner Minolta laser. Et ça, c'est un scanner Velodyne qu'on met sur des voitures. Lorsque vous voyez des voitures, on parle beaucoup en ce moment de voitures autonomes. Ben voilà ce qu'on met sur le toit d'une voiture. Ici, ce sont des capteurs laser également, sous un avion. On peut comme ça mesurer à plus grande échelle. Et puis, satellite, alors là, l'échelle d'un satellite, c'est souvent plutôt de la télédétection, donc plutôt des images, mais c'est également, ça permet de reconstruire des surfaces et de la géométrie de la Terre. Alors ensuite, quelle est une autre tendance très forte en ce moment, c'est d'avoir une grande diversité des capteurs. Donc les capteurs se diversifient. Vous allez avoir des capteurs ici qu'on appelle la lumière structurée. Alors ça, c'est un capteur Kinect, grand public, qui vient des consoles de jeux de Microsoft, qui va projeter une lumière infrarouge structurée, donc avec un motif. C'est une méthode dite active. Et ça permet de retrouver notamment ce qu'on appelle des images de profondeur. Et avec ces images de profondeur, eh bien, on va pouvoir reconstruire des surfaces. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle des méthodes passives, donc de vision stéréo, où là, ce sont des méthodes de recalage entre deux images droite et gauche, de vision stéréo, qui permet également de retrouver de la profondeur, mais avec une profondeur limitée à 20 mètres. Au-delà de 20 mètres, l'image vous dit c'est loin. D'accord ? C'est plus loin que 20 mètres. Et puis, à droite, vous avez des capteurs, évidemment, qu'on connaît tous, l'appareil photo, évidemment, l'appareil photo ici numérique. Et là, alors, avec des méthodes de vision par ordinateur, qu'on appelle aussi de la photogrammétrie, à condition de suivre un protocole. Vous voyez, ça, c'est un nuage de points au milieu, donc ça, c'est un objet du patrimoine ici. En prenant une série de photos qui se chevauchent, en mettant en correspondance des points dans ces images, donc des points saillants particuliers, comme les coins, par exemple, on arrive à retrouver un nuage de points. Et ce nuage de points, on va ensuite en faire une reconstruction de surface. Donc là, j'ai présenté qu'un tout petit échantillon des capteurs. Il y en a encore plein d'autres. Il y a des tomographes 3D qui mesurent des volumes. Il y a également des scanners médicaux qui mesurent que des coupes. Donc il y a une énorme variété de capteurs. J'en montre que quelques-uns. Et alors, un contexte encore plus récent, c'est que les capteurs sont de plus en plus instrumentés. Alors, instrumenter un capteur, c'est lui rajouter un accéléromètre, un gyroscope, un GPS, un compas, et puis même de mettre ce capteur de 3D, les capteurs 3D dont j'ai parlé avant, un scanner laser par exemple, de le mettre sur une plateforme robotisée. Ça peut être un drone. Et alors là, vous avez compris que du coup, les gyroscopes, les accéléromètres permettent de recaler les données, tout le monde dans le même repère, donc on gagne énormément de temps, de la productivité, on évite finalement, on accélère en tout cas la phase de recalage de ces données.
Et en plus, la plateforme robotisée va permettre d'avoir une cadence d'acquisition qui est quasiment inédite. C'est-à-dire que vous me prenez un drone aujourd'hui, et de façon robotisée et automatisée, il va décoller, faire son acquisition et atterrir tout seul et mesurer. Alors, pour vous donner une petite idée, alors ça, ce n'est pas un drone, hein, ça, c'est une voiture ici, vous voyez la petite voiture bleue ici, ce sont des données mesurées par Navtech sur le toit d'une voiture. Vous allez mesurer à peu près 300 millions de points par kilomètre. Hein. Alors, ça, c'est ce que j'ai appelé ici, pourquoi c'est l'enjeu un peu de la reconstruction de surface qui est au cœur de cette révolution, c'est qu'en fait, il y a une révolution en cours en ce moment, c'est qu'on est capable aujourd'hui de numériser le monde physique. Et même à des échelles absolument gigantesques, soit d'une ville, soit même pour des satellites, on peut numériser finalement même la Terre entière. Aujourd'hui, évidemment, ça dépend des échelles que l'on cherche. Mais il y a une productivité d'acquisition qui est considérable. Alors, quelles sont les applications de la reconstruction de surface? Après, je vais vous parler des problèmes plus précis. Vous avez compris qu'on arrive à acquérir des données géométriques, notamment à la surface des objets. Eh bien, une première application qui est très importante en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie numérique. Donc, l'ingénierie est devenue numérique, évidemment, comme plein d'autres domaines, hein, est devenue numérique, c'est-à-dire qu'on a remplacé, la maquette physique par le prototype, par la maquette numérique, donc un modèle 3D, et on a remplacé l'expérience par le calcul. D'accord ? Donc ça, vous voyez ici, c'est à l'échelle d'une ville qui a été mesurée, justement, qui a été reconstruite en 3D. Eh bien, ça, c'est une simulation de thermique, une simulation thermique dans une ville. Donc l'ingénierie, aujourd'hui, c'est pour simuler la conception ici d'une ville. La rétro-ingénierie, alors ça, c'est le problème inverse de l'ingénierie. Plutôt que de concevoir et d'anticiper le réel, on vous donne un objet qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre, un concurrent par exemple. Ben, vous pouvez mesurer cet objet pour comprendre ses performances. C'est la rétro-ingénierie. Ici, ça, c'est la médecine assistée par ordinateur, évidemment. Si la reconstruction de surface est aussi importante pour reconstruire, par exemple, des organes et faire de la médecine sur mesure, adaptée à chaque patient. Là, un exemple ici de reconstruction de surface pour une application de biologie. Donc ça, c'est un papier qui est un très, très joli article sur la reconstruction en 4D pour des fleurs, pour ici le blooming flowers, donc des fleurs qui sont en développement. Et donc, ça peut être un outil également pour les biologistes de comprendre. On peut voir ça comme ça, c'est de la reverse engineering, mais à l'échelle biologique. Ici, ça peut servir également la reconstruction de surface pour interpréter de façon automatique des scènes. Alors ça, c'est des applications aujourd'hui pour même la médecine ou la prévention. Vous voyez, si vous pouvez même mesurer ici, suivre vos applications, vous pouvez imaginer des tonnes d'applications pour l'interprétation de scènes, par exemple pour analyser les mouvements d'une personne dans un appartement. Est-ce qu'on peut anticiper qu'il y a une perte d'autonomie d'une personne en mesurant en permanence, ici, en analysant une scène, en interprétant une scène. Là, c'est un exemple d'exploration sous-marine. On peut également aller sous l'eau, bien sûr, prendre des photos et faire même des mesures pour la géologie ou l'archéologie. Et ce que vous voyez à droite, ici, la dernière application, c'est pour la numérisation du patrimoine, donc pour documenter des applications de restauration, par exemple, du patrimoine. Donc, vous voyez, la reconstruction de surface, c'est un concept c'est une notion ici qui est vraiment transversale à plein d'applications. Si on regarde maintenant le problème plus précis, comment on pose le problème de la reconstruction de surface, alors je vais prendre un cas particulier, c'est la reconstruction de surface à partir de points. On peut aussi chercher à partir de coupes, à partir d'autres types de mesures, donc c'est vraiment un cas particulier. Alors, je fais l'hypothèse qu'en entrée, j'ai un nuage de points dense, ici P, échantillonné sur une surface S. Donc ça, c'est l'exemple précis qu'on a fait ici dans notre laboratoire. On avait un scanner, ici Minolta, on a mis une statue en plâtre, ici un moulage de cette statue, la Bimba, là, sur un plateau tournant. On a fait plusieurs acquisitions que l'on a ensuite recalées dans le même repère, et on a un nuage de points. Alors là, le nuage de points réel, il est 100 fois plus dense, mais sinon vous ne verrez rien, vous verrez juste un nuage noir. Donc j'ai simplifié ce nuage. Alors la sortie de ces méthodes de reconstruction, c'est l'objectif, alors ça c'est en lien avec le cours du professeur Boissonnat que vous avez vu juste avant, c'est de reconstruire finalement, de convertir ces nuages de points bruts en une approximation de la surface
qui soit évidemment une bonne approximation de la surface, à la fois en termes de topologie, on ne veut pas de poignées parasites ou ce genre de choses, et puis également en termes géométriques, on veut une bonne fidélité géométrique. Donc voilà, c'est vraiment une tâche de conversion. Alors c'est un défi scientifique, parce que comme tous les autres problèmes de conversion, eh bien, c'est un problème de transition. En fait. On veut convertir, d'abord, on veut passer du monde physique, puisqu'on a accès au monde physique uniquement via des mesures. Ensuite, on veut évidemment passer par des concepts qui sont mathématiques, donc continus, donc des concepts d'équations, des surfaces, donc des deux variétés, plongées dans R3 notamment. Ça, c'est un concept qui est mathématique. Et puis, on veut également, évidemment, reconstruire une surface représentable par l'ordinateur. Donc là, c'est le monde discret, le monde numérique. Donc tout ce qui est ici, ce genre de problème de conversion entre un monde physique, mathématique et numérique, c'est vraiment au cœur des défis scientifiques évidemment du numérique, ces problèmes de conversion. La reconstruction de surface, c'est vraiment l'exemple emblématique ici dans ce qui nous intéresse. Alors là, je vais vous décevoir parce que ce que j'ai dit avant, c'est que je faisais l'hypothèse que j'avais un nuage de points dense. Jean-Daniel a parlé de densité. Mais dans les problèmes du monde réel, c'est un peu plus difficile, puisque la densité n'est pas toujours au rendez-vous, pour un tas de raisons, et on peut avoir même des échantillonnages imparfaits. Imparfait, ça veut dire quoi? Ça peut, ici, voilà un échantillonnage ici non uniforme. Vous voyez, ça c'est un fronton ici du Parlement de Vienne, qui est obtenu par photogrammétrie dense. L'algorithme de photogrammétrie n'a pas réussi à mettre en correspondance tous les points de l'image. Et quand c'est comme ça, vous avez des trous dans vos données. Il n'y a pas de trou sur la surface physique, bien sûr. Vous avez des données qui sont un échantillonnage anisotrope. Donc ça, c'est un exemple, souvenez-vous du bras du scanner crayon. Alors je vais peut-être, voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble le nuage de points. Oui, ça c'est le nuage de points, ça c'est une main en plâtre, c'est un moulage de ma main en fait, que j'ai fait en plâtre. Et ensuite, avec ce scanner crayon, j'ai mesuré des points sur cette main. Vous voyez, en fait, vous passez un peigne laser sur une main en plâtre, et bien, vous allez obtenir un échantillonnage qui est extrêmement anisotrope. Alors ça, ce n'est pas finalement si facile. Et le dernier exemple, alors là, c'est au lieu d'avoir un appareil photo, on va dire, haut de gamme, vous prenez un smartphone, vous prenez des photos, plusieurs photos ici de cette petite sculpture-là, de ce petit chapiteau d'une colonne, eh bien, vous faites tourner encore des algorithmes de photogrammétrie, vous aurez des données, suivant évidemment la visibilité, la mise en correspondance de vos images, vous aurez des données hautement imparfaites, qui auront aussi des données manquantes, puisqu'il y a des occlusions, vous n'avez pas tout vu, il y a des zones qui sont inaccessibles, le smartphone ne rentre pas, c'est des cavités inaccessibles, il n'y a pas de point de vue direct, et puis vous allez avoir aussi ce qu'on appelle de l'incertitude, puisque dans tout procédé de mesure, il y a une incertitude liée à la mesure, ça peut être du bruit optique, bruit électronique, sur toute la chaîne il y a du bruit, et donc ça veut dire que les données sont imparfaites. Alors, un autre exemple où là ça devient hautement imparfait, ce sont des données, c'est un navire qui s'appelle la Lune, c'est le navire du roi Soleil qui a coulé au large de Toulon. Ce sont des données ici acquises générées par Dassault Systèmes notamment, et donc vous voyez les photos sous-marines, vous avez en fait sous l'eau, vous prenez des photos sous l'eau, il va y avoir des poissons, des particules, énormément d'incertitudes, donc le nuage de points est à peine visible à l'œil nu. Voilà. Et ça, c'est vraiment encore un défi scientifique, ce n'est pas seulement des données bruitées incertaines, ce sont des données carrément aberrantes. On appelle ça des outliers ici, donc ce sont des données complètement aberrantes, et donc un défi scientifique, c'est comment concevoir une méthode qui marche encore, qui va être stable et qui va ici retrouver le fait que en fait, la surface de ce canon. Vous voyez. Alors, ce que je complète sur la façon de poser le problème, c'est que les propriétés qui sont souhaitées, ce n'est pas uniquement juste une surface qui est la bonne géométrie topologie. Dans certains cas, suivant les applications, on peut vouloir une surface qui soit étanche. Étanche, c'est-à-dire sans bord, puisqu'après tout, si on a mesuré, ça c'est un exemple ici sur une amphore, si j'ai mesuré la surface d'un solide, je veux le bord d'un solide, donc je veux une surface étanche. D'accord ? Mais n'oubliez pas, je ne peux pas rentrer dans l'amphore, je n'aurai pas les données de l'intérieur, et donc on peut avoir besoin de propriétés qui seraient garanties, même si les données n'ont pas été mesurées partout. Après, je peux vouloir une surface qui soit sans auto-intersection, là aussi, qui n'ait pas d'auto-intersection, ce que l'ordinateur peut faire sans aucun problème. On peut avoir ce qu'on appelle un plongement valide. Et puis, d'autres propriétés plus difficiles à régler, mais c'est par exemple le compromis entre
la fidélité aux données et le niveau de régularité des données. Puisque lorsque j'ai du bruit, lorsque j'ai de l'incertitude, je n'ai pas intérêt à passer par tous les points. J'aurai une surface d'une complexité incroyable. Donc, on comprend bien qu'on va y avoir un compromis entre la régularité dans la reconstruction et la fidélité aux données. Alors, j'ai pris un exemple simpliste ici en 2D. J'ai pris un nuage de points très basique en dimension 2. Et c'est juste pour vous illustrer le fait, c'est un problème qui est mal posé. Un problème mal posé, c'est un problème pour lequel il y a potentiellement une infinité de solutions. Vous voyez qu'ici, si je veux reconstruire une forme, a priori, je peux dessiner une infinité de courbes qui passeraient par les points. Je n'ai peut-être pas intérêt à passer par les points, il y a plein de candidats. Alors, quand on a un problème mal posé, en informatique, un grand classique, ça consiste à dire, je vais... vous voyez, alors ça c'est un exemple de potentiel candidat pour la reconstruction. Vous voyez, ce sont déjà des surfaces des courbes qui sont très différentes. Et alors, une stratégie, une approche classique pour régulariser un problème mal posé consiste à dire, et c'est comme ça que je vais classifier les approches, on va dire, non, j'ai une connaissance a priori sur la surface. Jean-Daniel a parlé de surface C2, donc des surfaces régulières. Donc, ce n'est pas n'importe quelle surface que je veux reconstruire, ça va être une surface C2 ou une surface PL, linéaire par morceau, planaire par morceau. Donc, moi, j'ai fait une première classification comme ça, alors on pourra en faire d'autres, mais à gauche, ici, j'ai fait une hypothèse, on appelle ça un prior, c'est-à-dire une connaissance a priori. Je vais régulariser le problème de cette façon en disant, ce que je cherche, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une surface qui est régulière. Évidemment, un compromis entre régularité et approximation des données. Je ne vais pas passer non plus trop loin des points de données. Au milieu, c'est un peu différent, c'est lisse, mais par morceaux. Vous voyez, parce que là, de façon ici visuelle, en tout cas, je dis, là j'ai un point sur lequel j'ai deux normales cette fois-ci, donc j'ai un coin, j'en ai parlé d'arête franche par exemple, pour une surface, et à droite, alors là c'est un peu différent, ici je dis, non, mes données sont fiables, donc mon objectif c'est de connecter les points, d'accord, donc ça ressemble un peu à ce qu'on trouve dans un journal de vacances pour enfants, on va connecter les points entre eux, et donc ça c'est dans l'hypothèse où je dis, j'ai une surface qui est linéaire par morceau, je veux retrouver ici une ligne brisée qui interpole les points. Alors, si on regarde rien que la connaissance a priori sur la régularité des données, ce qu'on appelle la notion de lissage de la surface, de régularité de la surface, alors là, c'est une notion qui n'est pas très très simple. Déjà, elle se décline en au moins 3 versions. La première, ce qu'on appelle la régularité locale. Alors, je ne vais pas après rentrer trop dans les détails, mais je donne en tout cas l'intuition qui est derrière. Donc, l'idée qui est derrière, c'est de dire, dans un petit voisinage, je vais faire l'hypothèse que les méthodes vont procéder par ce qu'on appelle l'approximation locale. Alors, il y a des méthodes à base de moindres carrés glissants, par exemple. Et là, on va comprendre, par exemple, qu'ici, je vais me placer dans une boule, dans un certain voisinage, approcher les données par une surface qui est lisse. Et puis, comme je vais faire ça en tout point de l'espace, proche des points de données, j'ai besoin de prolonger, de rendre continues toutes ces approximations locales, et on le fait en général par interpolation. Donc ça, c'est juste l'intuition qui est derrière, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'aura qu'une régularité locale. Au milieu, c'est ce qu'on appelle la régularité globale. Ça, c'est dans le cas où, supposons que j'ai acquis des données, j'ai mesuré des données de façon incomplète, il me manque des données, j'ai besoin de boucher des très grands trous sur mes données. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'une méthode beaucoup plus globale, en fait, définie dans une notion de volume, partout dans le volume, dans lequel est plongé les points. Et dans ce cas-là, on a recours à des outils numériques plus globaux, et on va en voir tout à l'heure. Et le but, évidemment, c'est d'être robuste à des données manquantes. Et à droite, ici, alors là, c'est lisse par morceau, ça signifie que je veux être pas lisse près des features, donc des features ici, des singularités, des arêtes franches, des coins et des bords même, et puis lisse en dehors de ces zones-là. Donc ça pose déjà un problème d'avoir un régime un peu hybride dans lequel on va basculer d'une méthode lisse et non lisse. Alors après, il existe d'autres méthodes que je ne vais pas détailler par la suite qui sont spécifiques à un domaine. Alors là, c'est ce qu'on a pareil, on a une connaissance a priori, on sait ici, par exemple, à gauche, c'est une méthode de reconstruction urbaine où on dit les données, les surfaces ont été fabriquées par l'homme. Donc ça a été même des surfaces architecturales à 80% composées de parties planaires par morceau. Donc on peut se servir de cet a priori-là pour reconstruire. Et à droite, on sait même si c'est un domaine, ici, une scène urbaine, on sait que c'est composé de façades, de plans, de toits, etc. On peut même utiliser ce qu'on appelle la sémantique, c'est-à-dire s'appuyer sur une classification d'abord des nuages de points,
des données mesurées, avant de faire de la reconstruction. Je ne vais pas reparler de ces méthodes-là, je vais passer tout de suite à finalement le premier a priori, que j'ai appelé ici simple, en fait, qui va former des complexes simpliciaux, donc des surfaces linéaires par morceaux. Donc ça, c'est en lien direct avec ce qu'a montré Jean-Daniel. Alors, ça, c'est un tout petit rappel graphique ici de ce qu'est un diagramme de Voronoi, vous avez vu déjà dans ce cours, donc je vais peut-être passer très vite là-dessus. Le diagramme de Voronoi, il encode la notion de proximité, puisque les cellules ici d'un générateur sont l'ensemble des points du plan les plus proches de ce générateur que de tous les autres. Donc, les méthodes qui sont basées Delaunay ici et Voronoi, donc les triangles à droite sont formés, évidemment, on forme un simplex lorsque on a deux cellules de Voronoi, ici une arête, lorsque deux cellules de Voronoi ont une intersection non vide. Et donc, l'intuition qui est derrière les méthodes basées Delaunay, ça signifie que l'idée clé, c'est de dire, en supposant un échantillonnage suffisamment dense, les triangles reconstruits font partie des triangles de Delaunay. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous voyez ici à droite, c'est une surface qui a été échantillonnée et triangulée avec une triangulation de Delaunay 3D, c'est exactement ce que Jean-Daniel parlait avant. Eh bien, il va falloir effectuer un filtrage, il va falloir sélectionner un sous-ensemble des triangles. Alors, évidemment, suffisamment dense, Jean-Daniel en a parlé, donc du coup, je vais pouvoir accélérer beaucoup plus. Là, c'est toujours en lien avec l'axe médian, la grandeur locale caractéristique et la notion d'epsilon échantillon. Donc je vais accélérer cette partie-là. Je vais vous montrer un dessin ici en 2D. C'est un rappel de ce que j'en ai montré. L'axe médian, voilà. Le lieu des centres des boules ici maximal, bitangente. Alors, il y a un lien entre le diagramme de Voronoi et l'axe médian, puisque si on échantillonne densément une courbe, les sommets de Voronoi, vous voyez, en fait, vont échantillonner l'axe médian. Donc Jean-Daniel a expliqué que ça caractérisait ensuite, ça permettait d'en déduire directement la grandeur locale caractéristique, à distance à cet axe médian. Donc je vais accélérer un petit peu. Et donc ça nous amène à un algorithme, un premier algorithme très simple, un petit échauffement pour cette partie-là, qui s'appelle l'algorithme du crust. Littéralement, donc c'est la croûte. Hein. Donc supposons que je vous montre ce nuage de points, je fais l'hypothèse, c'est échantillonné sur une courbe régulière. Donc c'est la connaissance a priori. Voilà. Donc vous voyez que si vous calculez la triangulation de Delaunay, il y a trop d'arêtes dans cette triangulation, il va falloir filtrer les arêtes. Alors le but, évidemment, c'est de supprimer les arêtes qui, en fait, traversent la forme. Et en fait, ce sont les arêtes qui vont couper l'axe médian. Alors une façon de s'en débarrasser, la première, c'est de dire, je vais filtrer les arêtes par ce critère-là, mais une façon encore plus simple consiste à calculer le diagramme de Voronoi. Puisqu'on sait que si l'échantillon est suffisamment dense, les sommets de Voronoi, qui sont ces sommets-là, sont une bonne approximation de l'axe médian, il va suffire d'insérer ces points dans la triangulation de Delaunay. Donc là, voilà les sommets de Voronoi ici. D'insérer ces points dans la triangulation. Et vous voyez que maintenant, si vous ne conservez plus que les arêtes qui connectent deux points originaux, c'est-à-dire deux points noirs de l'échantillon, vous obtenez l'algorithme du crust. Alors, c'est un peu simpliste ce que je vous montre maintenant, puisque c'est en dimension 2. En 3D, il y a des subtilités, il ne faut pas prendre tous les sommets de Voronoi, etc. Il y a aussi un grand nombre de variantes dans la littérature, mais en tout cas, je voulais juste faire passer un peu l'intuition derrière cette méthode. C'est vraiment une méthode à base de filtrage de Delaunay. Alors, si on regarde maintenant, donc ça, ce sont les méthodes, c'est un peu ce genre d'idées à la base des méthodes basées Delaunay. Donc Jean-Daniel Boissonnat était un pionnier derrière ces méthodes-là, Amanta, Attali, etc. Donc ces méthodes, dans certaines variantes en tout cas, peuvent venir avec des preuves qui démontrent que l'algorithme est correct. C'est-à-dire qu'on va retrouver, sous les hypothèses de densité, la bonne topologie, la bonne géométrie. Ici, mais ça, c'est quand même dans l'absence de bruit et de sous-échantillonnage. D'accord ? Alors, la question, évidemment, qui s'est posée, qui a motivé d'autres familles de méthodes, finalement, pas de bruit, pas de sous-échantillonnage, pour moi, ce sont des données parfaites. Donc, ça a motivé d'autres classes de méthodes, toute une autre famille de méthodes très différentes, qui procèdent par, finalement, le calcul de fonctions implicites, la reconstruction à base de fonctions implicites. Et ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire, je ne vais pas chercher une surface qui passe exactement par les points, mais je vais chercher à la place une fonction de R3 dans R, donc une fonction ici qui a pour valeur des valeurs donc scalaires, et qui va être négative, par exemple, dans le solide qu'on cherche à reconstruire, 0 sur la surface qu'on veut reconstruire,
et par exemple positive à l'extérieur. Et donc ensuite, on va chercher à ce que le niveau 0 de cette fonction ne passe pas exactement par les points de données. On peut être approchant pour s'affranchir du bruit. Et ensuite, on va pouvoir, en renforçant des propriétés de régularité sur la fonction elle-même, on va pouvoir obtenir une reconstruction robuste et capable également de boucher les trous. Donc d'avoir une bonne robustesse aux données sous-échantillonnées. Alors, l'idée, c'est la famille des méthodes implicites. Il y a énormément de littérature sur ce sujet. Donc l'idée, c'est de résoudre pour une fonction scalaire de R3 dans R, qui peut être soit une distance signée à la surface, c'est ce que j'ai illustré ici, soit on peut même chercher une distance non signée, mais dans ce cas-là, si on prend un sous-niveau de cette fonction, on aura un solide, on n'aura pas reconstruit une surface. Donc, il va falloir signer la fonction elle-même. Et puis, on peut même chercher ce qu'on appelle une fonction indicatrice. Alors, je vais vous montrer, c'est la fonction caractéristique qui vaut 1 dans le solide et 0 à l'extérieur. Donc ça nous amène du coup sur cette a priori lisse. On cherche une fonction lisse et à approcher les données. Ici, une première méthode, c'est cherche à reconstruire une fonction indicatrice. Donc l'idée, ici, ce n'est pas uniquement de prendre des points à l'entrée, on va prendre des points augmentés du normal orienté. On appelle ça des points orientés. Vous voyez, donc en fait, on a un point et un vecteur, ici. Donc la direction du vecteur encode la direction de la normale, et puis le signe de ce vecteur-là, l'orientation, va encoder la direction vers l'extérieur du solide ou vers l'intérieur du solide. Et alors l'objectif va être de retrouver une fonction qui ressemble à ça, qui soit la fonction indicatrice, ou son inverse, ici, peu importe. Et la question, comment on arrive à résoudre ce genre de choses, eh bien, ce genre de problème, eh bien, c'est simplement résoudre l'équation de Poisson, tout simplement. Donc en fait, on va chercher une fonction, ici, dont le gradient approche au mieux, au sens L2, au sens des moindres carrés, le champ des normales qu'on a donné sur les points. Et avec le calcul des variations, lorsqu'on regarde, on cherche à minimiser, à chercher la fonction qui minimise cette énergie-là. Donc on cherche une fonction, je répète, une fonction dont le gradient s'accorde au mieux avec les données mesurées en entrée, qui sont des petits vecteurs qui encodent l'orientation. Et donc, évidemment, avec le calcul des variations, on arrive à résoudre l'équation de Poisson, c'est-à-dire le divergent du gradient, ça c'est le Laplacien de la fonction égale le divergent de la normale. Alors, si on fait ça proprement, du point de vue informatique, on triangule l'espace, on utilise des fonctions linéaires par morceau, pour résoudre cette équation-là, eh bien, on résout un système linéaire et on va obtenir une fonction implicite. Alors, ça ressemble à ça. Voilà ici un échantillon. Alors, ici, ce que j'ai représenté en bleu, ce sont les sommets de Voronoi qui vont être l'axe médian à l'intérieur du solide, et puis en rouge à l'extérieur. Donc, en fait, de cette façon, je peux visualiser un petit peu l'orientation des points. Et donc, quand on résout l'équation de Poisson, ben voilà, on obtient une fonction qui approche une indicatrice, vous voyez, donc qui a fait vraiment un saut à chaque fois qu'on franchit les deux composantes ici connexes de cette courbe, ici. Et donc, lorsqu'on extrait le niveau 0 ici de cette fonction, alors en pratique, ça peut être le niveau 0,5, si on est entre 0 et 1 à l'intérieur du solide, on va pouvoir reconstruire une courbe comme le niveau 0 de cette fonction, ou le niveau, une isovaleur de cette fonction. Alors, si on fait ça ici pour un nuage de points en 3D, alors je vais vous montrer une petite démonstration ici. Donc voilà, ici, ça c'est ma façon de visualiser un nuage de points orienté, parce que en fait, vous voyez, je peux, pour chacun des points, là j'ai une petite normale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ça encode l'orientation, et je peux le visualiser avec une notion d'ombrage. L'ombrage, c'est l'interaction lumière-matière, ici. Et donc, lorsque je vais lancer ici... Vous voyez, ces données de mesure ne sont pas complètement parfaites. Vous voyez, il n'y a pas de pointe dessus. Parce que j'ai pris, en fait, c'est une statue d'un guerrier Maasai. Donc, j'ai pris des photos uniquement en faisant le tour. Donc, il n'y a pas de point en dessous, il n'y a pas de point dessus. Donc, ici, lorsque je vais lancer une reconstruction de Poisson, alors, pour que ça soit rapide, je vais mettre un critère plus un mailleur à base de raffinement de Delaunay, dont j'avais bien à parler un petit peu avant. On va obtenir une reconstruction, on calcule une fonction implicite que je ne vais pas afficher, mais ensuite, en mettant en œuvre un oracle d'intersection avec le niveau 0 de cette fonction implicite, j'obtiens une reconstruction. Et vous voyez qu'il y a une forme d'airbag dessous, c'est-à-dire que maintenant, j'ai bouché tous les trous.
puisque j'ai calculé une fonction dans R3. Et là où il n'y avait pas de point, là où il n'y avait pas de vecteur normal, il n'y avait pas de normal, qu'est-ce que je résous? Ben, je résous finalement Laplacien égale 0. Et là, ça veut dire quoi? Je minimise l'énergie de Dirichlet, qui va donc trouver la fonction la plus régulière que possible, aussi régulière que possible. Donc je vais boucher les trous de façon à, on va dire, plausible, en tout cas, ou raisonnable. Alors, par contre, Poisson, ce n'est pas complètement parfait. La méthode de Poisson peut échouer dans certains cas. Alors ça, c'est un exemple. Rappelez-vous les données difficiles, anisotropes, avec beaucoup de bruit. Parfois, on n'arrive pas à orienter les normales. Donc ici, vous voyez le défaut qu'on peut avoir, c'est qu'il a reconstruit effectivement un solide, mais c'est un solide, vous voyez, qui a formé des petits solides autour des points de données, des grappes de points anisotropes. Premier cas où ça ne fonctionne pas. Et deuxième cas, parce qu'on n'est pas dans le régime, en fait, dans les hypothèses de l'algorithme, tout simplement, le cas où la surface est lisse par morceaux, rappelez-vous l'application de rétro-ingénierie que j'ai montrée au début, une pièce mécanique a été scannée, et ici, vous voyez, il me manque même des points de données sur les arêtes franches, donc ce nuage de points, si vous lancez Poisson, ben, vous aurez ici une arête vive entièrement fragmentée. Alors, ce qu'on aimerait maintenant, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la quête de robustesse, on aimerait bien mettre au point une méthode qui marche encore pour des données difficiles. Alors, on appelait ça la quête de robustesse, et c'est une quête qui n'est pas encore complètement terminée, puisque la diversité des données, et surtout pour les données sous-marines, les données sous-marines dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un peu encore la recherche frontière, on ne sait pas encore faire ça aujourd'hui. Mais si vous avez ici, ça, supposons que ce soit la forme qu'on appelle inférée, c'est-à-dire c'est la forme qu'on veut reconstruire, ça c'est un nuage de points parfait, ça c'est du bruit, incertitude de mesure, ça ce sont les données aberrantes, qui arrivent très souvent, données sous-marines ou photogrammétrie. Et même avec un laser, pour avoir des réflexions parasites, juste une poussière qui flotte dans l'air, pour avoir un point en 3D en dehors de la surface. Là, c'est ce qu'on appelle un nuage de points non uniforme. Évidemment, si le laser est rasant, vous aurez un nuage de points beaucoup plus épars, et puis beaucoup plus dense par ailleurs. Vous pouvez avoir des données manquantes à cause des occlusions, ou une acquisition incomplète, et même ce qu'on appelle du bruit variable. Alors, la Kinect de Microsoft, ça génère du bruit variable, dont le bruit dépend de la profondeur. Et c'est même exponentiel. Alors, déjà, quand on prend la méthode de Poisson, je vous ai dit tout à l'heure, ça requiert des normales orientées, comme plein d'autres méthodes implicites. La première question qu'on peut se poser, c'est oui, mais moi, d'abord, la normale, je ne sais pas forcément l'estimer tout le temps, surtout quand il y a du bruit. Et puis, orienter la normale, ça, c'est très difficile, parce que orienter, c'est aussi dur que reconstruire. Si je sais orienter, je sais dire où est l'intérieur du solide, l'extérieur. Finalement, si je sais dire ça, quasiment, je saurais reconstruire. Alors la question, c'est comment on peut s'affranchir de l'orientation de la normale. Donc ça, c'est une première idée. Ici, c'est déjà, est-ce que je ne peux pas prendre des données qui sont non orientées? Alors l'idée, ici, je vais passer quelques idées, en tout cas sur le plan graphique pour le moment, consiste à dire, quand j'ai un diagramme de Voronoi, vous voyez, d'un nuage de points, alors ça, c'est intentionnel. C'est-à-dire ce nuage de points, il est sans bruit ici, très dense là. Là, il commence à y avoir beaucoup de bruit. Et là, c'est un nuage de points qui devient épars, dont la densité est variable. Alors, vous voyez qu'en fait, si je calcule la matrice de covariance des cellules de Voronoi, donc une matrice de covariance ici, qu'on sait faire en forme close, on sait calculer la matrice de covariance, on va pouvoir caractériser, alors on peut visualiser cette matrice de covariance, alors je vais en parler après. Cette matrice de covariance va caractériser l'excentricité d'une cellule, en fait son anisotropie. Et l'ellipse, les grands axes de l'ellipse, le grand axe ici, va représenter la composante principale de la cellule. Vous voyez qu'en fait, quand l'échantillonnage est idéal, une cellule de Voronoi ressemble à un crayon. D'accord ? Sur une surface, ça ressemble à un crayon. Et plus le crayon est fin, plus la normale est fiable. Plus l'échantillonnage est mauvais, plus la direction devient non fiable. Alors l'idée ici, qu'on peut mettre en œuvre ici, c'est de dire, on va d'abord, à partir du diagramme de Voronoi, calculer des tenseurs, donc cette information ici, donc vous avez des matrices ici 2,2 en 2D, et puis 3,3 en dimension 3, et ensuite on va calculer également une fonction implicite, et je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc la première étape consiste à calculer une matrice de covariance. Donc vous voyez, ça c'est une cellule de Voronoi en dimension 3, lorsqu'il y a un petit peu de bruit. Vous voyez que ce n'est pas complètement un crayon, ça ressemble plutôt à une espèce de menhir, vous voyez. Et quand on calcule la matrice de covariance, ici, donc qui calcule en gros, qui exprime en gros l'excentricité de cette cellule, quand on calcule à partir de cette matrice de covariance les trois vecteurs propres
Et le vecteur propre qui correspond à la plus grande valeur propre va nous donner, le vecteur rouge ici, c'est la composante principale. Ça me donne une bonne estimée de la normale. Et donc, dans le cas où on a un petit peu de bruit, vous voyez que déjà les tenseurs commencent à être un petit peu perturbés, instables. Et alors là, il y a un résultat par Tamaldé qui a prouvé que même s'il y a du bruit, et pas d'outlier par contre, donc quand il y a du bruit, il y a toujours, même si les cellules, vous voyez, peuvent être complètement orthogonales ici, enfin, il n'y a plus du tout une cellule qui est anisotrope ici, alors il a prouvé que pas loin de ce point de données, il y a toujours une cellule qui, elle, est allongée, anisotrope. Donc on se sert de cette information-là pour prendre non pas une cellule de Voronoi, mais une union de cellules de Voronoi, ce que j'ai représenté en rose ici, et quand même chercher l'anisotropie dans les données, même quand on ne l'a pas au départ. Et donc après, comment on calcule une fonction implicite? Alors là, je vais soulever un tout petit peu le capot, ici. Là, on calcule une fonction implicite, c'est un petit peu la même idée que Poisson, telle que le gradient de... Donc on cherche une fonction f, de R3 dans R, tel que son gradient s'aligne au mieux avec la composante principale de ces tenseurs. Alors comment on fait ça? Ça veut dire qu'on cherche le maximiseur de la forme quadratique ici de gradient f dans la norme du tenseur. Ici, je mets le tenseur. Donc ça, c'est une fonction, vous voyez, imaginez un compas qui devient extrémum si le gradient de f s'aligne avec la composante rouge principale, minimum ici, mais c'est indépendant du signe. C'est-à-dire que si vous retournez comme ça, c'est un extrémum ici, mais si le gradient est vers le bas, c'est aussi un extrémum. Alors on va extrémiser le terme de gauche, cette énergie qu'on appelle ici énergie, enfin l'objectif, c'est une énergie qui est dite énergie Dirichlet anisotrope, qui mesure l'alignement avec les tenseurs et leur composante principale, mais sujet de quoi? Sous contrainte. On va maximiser le terme de gauche sous la contrainte que le budget de régularité de la fonction f, ou en fait de gradient f, est fini. Donc ça veut dire qu'on va dire que l'énergie, ça c'est l'énergie qu'on appelle biharmonique, la norme ici, le carré de la norme ici de l'opérateur laplacien de f, plus, ça mesure en gros la régularité de la fonction gradient f. C'est-à-dire que parmi toutes les fonctions, on va chercher celle qui exhibe une régularité, mais du gradient. Et après, on rajoute un terme ici, epsilon norme de f carré, ça veut dire on préférerait que le niveau 0 de la fonction passe par les points de données. D'accord? Et on met un terme epsilon pour régler le compromis entre fidélité aux données et régularité, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, maximiser le terme de gauche sous contrainte à droite, ça, l'idée qui est derrière, évidemment, c'est que le solver, on va ensuite résoudre cette fonction implicite, ne va pas nous donner cette solution-là. Parce que si vous donnez cette solution-là, ça va vous faire une espèce de planche à laver, avec un gradient dans un sens et dans l'autre. Ça va être pénalisé par le terme de droite, la contrainte, qui dit « Attention, j'ai un budget limité de régularité gradient f ». D'accord ? Donc l'intuition qui est derrière, c'est de dire, tout seul, le solver va retourner les gradients pour avoir une orientation consistante à la surface qu'on veut reconstruire. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée numérique. Alors je passe un petit peu vite, mais comment on résout ça? On résout un problème aux valeurs propres généralisées. En fait, on résout un système qui est de type AF égale lambda BF, et on va chercher le vecteur propre qui correspond à la plus grande valeur propre. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails trop techniques, mais finalement, ce vecteur propre, c'est une fonction de R3 dans R. Ce vecteur propre va nous servir de fonction implicite, et ensuite on va extraire une isovaleur. Donc ça ressemble à ça sur une donnée gentille, c'est-à-dire un nuage de points parfait, sans bruit, dense. Voilà la fonction implicite, le niveau 0 après maillage par raffinement de Delaunay. Et alors là, ce qui est intéressant, là on est comparable à Poisson. Par contre, là où on commence à résister, être beaucoup plus stable, c'est en présence de données imparfaites. Donc là, ce sont les données qui sont éparses. Vous voyez, je commence à avoir très peu de points, beaucoup moins de points, on ne voit quasiment plus à l'écran. Donc je n'ai plus qu'un centième des points. Ça marche encore. Ici, s'il y a du bruit, ou beaucoup de bruit, ça résiste encore. Là où des méthodes comme Poisson, vous voyez, là c'est une méthode de Poisson où là, je n'arrive plus bien à orienter parce qu'il y a des points ici, il y a du bleu dans le rouge et du rouge dans le bleu. Dans ce cas-là, Poisson ne marche plus du tout, parce que si vous permutez juste un vecteur dans Poisson, vous avez une isovaleur qui vous fait une boucle. Donc ça, c'est un peu, ça illustre, cette méthode-là illustre la quête de robustesse. Donc l'idée qui est derrière, c'est que calculer un vecteur propre généralisé, c'est quand même plus coûteux sur le plan numérique que résoudre un système linéaire pour Poisson, mais c'est le prix à payer pour avoir un peu de robustesse. Donc là, un exemple sur des nuages de points très très épars, ça c'est une statue d'un lion qui a été pris avec seulement quelques photos, on a des données très très éparses.
on n'arrive pas vraiment à orienter, donc là, Poisson ne marche plus du tout. Là où on n'est pas parfait, parce que vous voyez, l'échantillonnage est très mauvais quand même, très anisotrope, très épars, mais c'est stable. Alors, je poursuis sur les a priori, les connaissances a priori. Maintenant, j'ai passé rapidement en revue deux méthodes, en tout cas, où l'a priori, c'est des surfaces lisses. Maintenant, je vais parler de méthode lisse par morceau. Alors, le lisse par morceau, et en plus, je vais rajouter la quête de robustesse. J'aimerais bien avoir une méthode lisse par morceau, mais en plus qui soit robuste au bruit et aux données aberrantes. En plus, donc lisse par morceau, la motivation, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir des formes complexes, donc des surfaces de ce type-là, des pièces mécaniques sur lesquelles il y a beaucoup d'arêtes franches, des coins. Je vais prendre un coin, c'est ça. Donc en fait, c'est un objet hybride parce que vous avez des surfaces, mais il y a des courbes plongées dessus. Et on aimerait reconstruire les courbes et les surfaces en même temps et les coins. Et en plus, on peut avoir des bords, ça c'est une surface à bord, après tout, je peux avoir une surface à reconstruire avec des bords, et même des singularités non-variétés. C'est même plus une surface localement, vous imaginez, j'ai une première surface et une autre qui est adjacente, même des données qui sont des non-variétés. Alors, est-ce qu'on appelle toujours ça de la reconstruction de surface? Si une surface, on dit que c'est une deux variétés plongées dans R3, strictement non, mais si maintenant on dit qu'on a une surface avec des singularités non-variétés, on aimerait pouvoir reconstruire toute cette famille de surfaces. Donc là, l'objectif, c'est... Et en plus, on veut la robustesse. Alors, je vais illustrer une méthode ici qui s'appuie sur une méthodologie complètement différente, même s'il y a encore une méthode à base de données. Ici, l'approche en dimension 2, c'est que là, les fonctions implicites, on ne va plus l'utiliser, puisque la fonction implicite est plutôt faite justement pour générer des surfaces lisses. On veut à tout prix éviter ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une nouvelle formulation, on va considérer le nuage de points en entrée comme une mesure, en fait une distribution de masse. On va regarder toutes les masses, imaginons des masses de Dirac. Ce nuage de points, on va voir ça comme une mesure. Et ensuite, notre but, ça va être d'approcher cette mesure par des mesures uniformes sur ce qu'on appelle ici les 0 et 1 simplex d'une triangulation, autant dire les sommets et les arêtes d'une triangulation. Donc imaginez une fonction de densité, et vous voulez approcher des Dirac en densité avec des masses par une arête sur laquelle une distribution de masse est continue. D'accord? Donc là, c'est complètement différent. On veut juste reconstruire avec une formulation où on va faire juste un problème d'approximation. Alors c'est plus Fréchet, c'est plus Hausdorff dont a parlé Jean-Daniel tout à l'heure, c'est une autre distance, et il y a une distance qui est vraiment faite pour, qui s'appelle distance de type transport optimal, qui est là pour mesurer justement des distances entre des mesures. Alors je vais en dire un mot maintenant. Alors juste quelques noms ici de chercheurs, ici notamment parisiens et d'autres personnes qui travaillent beaucoup sur les aspects calculatoires du transport. Et donc, ces contributions récentes permettent de calculer de façon efficace du transport optimal, nous a permis de concevoir des algorithmes plus récemment. Et alors après, comment on peut construire, alors comment mesurer la distance, évidemment, en transport optimal, et puis construire une triangulation qui minimise cette distance. Là, pour l'instant, on fait simplement une méthode de triangulation de Delaunay sur tous les points de données, et ensuite on va simplifier cette triangulation de manière à préserver autant que faire se peut cette distance-là. Alors je vais passer rapidement, mais d'abord un mot sur le transport. Donc qu'est-ce que, là ici, la théorie du transport optimal nous dit? Supposons que vous ayez un tas de sable à gauche, une mesure A, donc imaginons des grains de sable. On appelle ça une mesure, une mesure ici discrète. Et puis je veux transporter cette mesure sur la mesure B. Alors, la théorie du transport optimal consiste à trouver le plan de transport qui minimise l'effort, autant dire la distance en fait, du transport. Alors, pi, c'est ce qu'on appelle le plan de transport, qui va décrire comment tous ces grains de sable sont déplacés de A vers B. Et le coût de transport, ici, qui est exprimé sous la forme de la distance de Wasserstein, ici, c'est simplement Wasserstein 2, il y a un index 2 ici, simplement la somme des masses fois carré de la distance. D'accord? Donc, imaginons que vous vouliez déplacer des livres sur une bibliothèque, et je vous dis que le coût de bouger un livre, c'est le carré de la distance. Si j'avais dit que c'était simplement la distance, si vous voulez déplacer tous vos livres de un livre sur l'étagère, l'exposant fait quand même une grande différence. Si vous prenez la distance L1, Wasserstein 1, c'est pareil de déplacer tous les livres de 1, ou prendre le livre de gauche et le mettre tout à fait à droite.
Si par contre c'est le carré de la distance qui est pénalisé, il n'y a pas d'autre solution que de déplacer uniquement un livre de 1. Parce que vous pénalisez les longues distances. Alors, transport optimal, lui, consiste à dire je vais trouver un infimum de cette distance de Wasserstein. Et trouver le plan de transport qui va avec. Alors, ici, on est dans un cas un peu particulier, puisqu'on a une mesure discrète en entrée, nuage de points, une mesure de Dirac, et puis à droite, j'ai une mesure continue, donc une distribution de masse qui est continue, une mesure continue, une densité sur les arêtes d'une triangulation, et également sur les sommets de la triangulation, cette fois-ci qui est discrète. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais bon, si on connaît le plan de transport, à ce moment-là, pour un sommet, si on connaît le plan de transport qui transporte ces points vers les sommets, la formule est triviale, hein, c'est vraiment la somme, ici la racine de la somme des masses fois carré de la distance des points au sommet. Et si on connaît le plan de transport aussi, quels points se projettent, enfin, sont transportés sur l'arête de la triangulation, alors il y a une forme close, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire en forme close directement, mais par contre on va imposer que la densité, ici, la densité est uniforme sur les arêtes. Donc ce n'est pas n'importe quelle mesure. Si on transporte la masse, si on augmente la masse ici en transportant un point de plus, toute la densité doit être uniforme sur l'arête. Ça va induire ce qu'on appelle du transport tangentiel. Alors, je saute rapidement maintenant sur les détails techniques. Là, cette fois-ci, je vous dis juste que la métrique qui est utilisée, c'est le coût de transport, simplement. On a mesuré le coût de transport de cette mesure discrète vers une triangulation. L'algorithme fonctionne comme ça. On insère tous les points dans une triangulation de Delaunay. Et ensuite, on va simplifier. Alors, ce que je vais juste montrer une petite démo ici. On insère ici une fraction des points dans la triangulation de Delaunay. Et là, ce que j'affiche, les petites arêtes vertes et rouges, c'est le plan de transport. Qui est transporté vers qui? Alors évidemment, on trouve le meilleur plan de transport qui minimise la distance de Wasserstein. Mais ensuite, on va simplifier la triangulation de Delaunay. C'est ce que je montre ici. Alors on simplifie comment? Tout simplement, on simplifie avec des opérations de fusion d'arêtes. On va prendre les arêtes de la triangulation et on va les fusionner. Cet opérateur de fusion, il y a plein d'arêtes dans la triangulation, on met tous les candidats dans une queue de priorité, ordonnée, qui est triée par le minimum du changement de coût de la distance de transport. Et en fait, on s'est aperçu que quand on opérait ce type d'opération, eh bien, on avait une méthode de reconstruction, tout simplement. On avait reconstruit avec une méthode purement basée transport. Alors l'intérêt de ces méthodes-là, c'est la robustesse. Maintenant, si vous avez des données aberrantes, des points loin des données, l'hypothèse qui est derrière, c'est que les outliers, donc ces données aberrantes, ne sont pas si denses. Donc en fait, dans l'équation, dans la distance de transport Wasserstein, elles vont peser peu en termes de masse. Et donc elles vont être négligées. L'algorithme va être stable. C'est ce qu'on voit ici lorsqu'on a du bruit. L'algorithme fonctionne encore. Vous voyez qu'ici, j'ai reconstruit des arêtes vives. Hein. Enfin, l'équivalent 2D, c'est des coins. Et puis là, il y a même un bord. Et ça, c'est lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Alors même à la main, on aurait du mal à redessiner quelque chose ici. Hein. Donc là, l'algorithme trouve encore ça. Et alors après, si on teste un petit peu, on pousse l'algorithme dans ses retranchements, on rajoute des données aberrantes, un bruit ambiant, ça se dégrade, mais de façon progressive, là où les autres méthodes ne marchent plus du tout. Alors, ça marche encore, même lorsque, à la main, ici, dans le centre, j'aurais du mal à dessiner quoi que ce soit. Mais là, on s'appuie sur une autre propriété de l'algorithme, qui est qu'on traverse de façon l'espace échelle, on va faire des segments de plus en plus longs. Donc ici, pour reconstruire le centre, vous voyez que même à la main, c'est impossible ici de reconstruire le centre. On s'appuie sur le fait que les segments s'allongent. Donc, intuitivement, même pour une scène urbaine, on va s'appuyer sur les murs pour reconstruire les arêtes vives. Parce qu'on n'a pas de données sur les arêtes vives, hein, en général. Comment on fait ça pour des surfaces? J'arrive bientôt à la fin. Reconstruction de surface, eh bien, c'est le même genre d'idée. Mais cette fois-ci, il y a une petite subtilité, c'est que le plan de transport est fractionnaire. Alors, je saute les détails techniques, mais il faut prendre la masse de chacun des points, et on s'autorise à la couper en morceaux. À envoyer une partie d'un point sur un triangle, une partie sur une arête, une partie sur un sommet. Et comment on fait ça? Alors, on va en plus discrétiser cette fois-ci les triangles d'une triangulation. Et on fait ça comment? On utilise un diagramme de Voronoi particulier, qu'on appelle diagramme de Voronoi centré ici. Et on considère ces cellules de diagramme de Voronoi comme ce qu'on appelle des bins, c'est-à-dire des réceptacles de masse. Et ensuite, ce que vous voyez à droite, c'est la capacité de ces bins, donc de ces, littéralement, ce sont des seaux hein, sur lesquels on verse de la masse. Et la capacité, c'est simplement l'air.
Et après, on va rajouter une contrainte, on va dire on ne peut pas transporter la masse n'importe comment. Vous voyez, ce point PI, là, il a la masse MI, et il va être transporté vers le bin J. Donc la fraction de la masse s'appelle MIJ, qui part de I, qui atterrit sur J. Ma variable, mon plan de transport pi, c'est MIJ, tous les MIJ. Et mon but, c'est de résoudre pour les MIJ. Et comment on fait ça aujourd'hui? On le fait ça avec de la programmation linéaire. On minimise la distance de Wasserstein 2 discrétisée, la somme des MIJ fois carré de la distance entre PI et BJ. BJ, c'est le centre de masse de la cellule de Voronoi, d'accord, du bin ici, J. Sous contrainte, il y a des contraintes. C'est bien sûr qu'on va préserver la masse, c'est-à-dire on dit attention, ce n'est pas n'importe quelle masse qui part d'un point, c'est la masse MI, et qui atterrit dans un bin, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une densité qui est imposée d'être uniforme sur les triangles de la triangulation. Donc il y a encore des variables intermédiaires qui sont la densité par simplex, par triangle, plus les densités des MIJ doivent être positives. Sinon, ça ferait un algorithme qui crée de la masse, et ça, ce n'est pas en lien avec la physique. Donc ici, on rajoute une petite opération un petit peu que je passe rapidement. Ça consiste à dire qu'ensuite, on fait une méthode d'optimisation alternée, où pour un plan de vous voyez, ça c'est un triangle qui va approcher ce nuage de points qui est là, vous voyez assez peu à l'écran. Ça, c'est le plan de transport, qui minimise la distance de Wasserstein. Mais maintenant, si je fige le plan de transport, je peux optimiser les sommets du triangle pour minimiser davantage le coût de transport, à plan fixé. On appelle ça une approche EM, Expectation Maximization, où en fait, on fixe des variables et on optimise des nouvelles variables. Donc, aussi, vous voyez que les triangles vont ajuster les données. D'accord? Donc, l'intuition ici, c'est que je n'aurai pas une reconstruction qui va passer par les points de données. Ça va être approchant et plus interpolant. Alors, comment ça fonctionne rapidement? Voilà, sur un escalier, on insère tout dans une triangulation de données. Voilà les densités pour lesquelles on peut résoudre. Et ensuite, on commence à faire, là aussi, on organise une simplification de cette triangulation, guidée de telle sorte à ce qu'on préserve la plus petite distance de transport. Et en fait, on se rend compte qu'on obtient des triangulations qui sont feature preserving, donc qui vont préserver les arêtes franches, les bords, et qui vont être assez robustes au bruit et aux données aberrantes. Donc la méthode ici sur des données urbaines, sur un petit échantillon, et puis la fameuse pièce mécanique dont j'ai parlé tout à l'heure, cette fois-ci, vous voyez qu'on a une robustesse, une meilleure robustesse ici aux données imparfaites. Donc là, c'est une méthode, vous voyez, on ne passe plus par une fonction implicite, on travaille directement sur une triangulation et on met une métrique d'approximation. Alors, ça replie mon passage, ma revue des familles de méthodes. J'ai essayé d'illustrer quelques idées de la littérature. Il y a beaucoup d'idées, hein. Il y a énormément d'idées. J'espère en tout cas passer en revue avec un niveau de détail variable. Qu'est-ce que sont aujourd'hui les nouveaux défis scientifiques pour nous? D'abord, évidemment, vous avez tous entendu parler d'apprentissage machine learning, qui est beaucoup à la mode, évidemment. Alors, dans ces méthodes-là, l'idée, c'est de remplacer justement les connaissances a priori. Pour l'instant, on va coder en dur, on va dire c'est une surface C2. Les méthodes par apprentissage, l'ambition de ces méthodes-là, c'est de dire, eh bien, si on a suffisamment de données d'apprentissage, on va pouvoir comprendre quels sont les a priori sur les données. Est-ce qu'on ne peut pas l'apprendre plutôt que de le figer en dur dans le système? Donc ça, c'est un peu la frontière actuelle sur laquelle on travaille. Des nouveaux paradigmes d'acquisition. Parce qu'il y a des surfaces qui sont inaccessibles. Par exemple, prenez une surface remplie de cavités, il n'y a aucun faisceau laser qui peut accéder. D'accord? Alors, il y a des choses très nouvelles qui vont apparaître. Ça, c'est un papier qui va apparaître cet été à SIGGRAPH, je recommande, assez nouveau. Ça s'appelle la Deep Transform. Donc, eux, ils ont pris le principe d'Archimède. Ils ont dit, si je plonge un objet dans l'eau, dans un aquarium, et qu'avec une direction donnée, que je mesure la vitesse d'augmentation de l'eau dans l'aquarium, pour un grand nombre de directions, ça fait un silogramme, ce que vous voyez ici, ce graphe ici, là. Si je fais ça, donc je trempe ici l'éléphant, là, vous voyez à gauche, avec un bras robotisé, pour 500 orientations différentes, je vais pouvoir reconstruire l'éléphant en 3D. Et même si l'objet est transparent pour le laser, etc., même s'il est en vert, je vais pouvoir quand même faire quelque chose. Donc ça, c'est très intéressant, c'est quand même, il y a encore des méthodes nouvelles d'apprentissage. Des nouveaux paradigmes d'acquisition, ça c'est des choses qui nous intéressent beaucoup aussi, on observe qu'en ce moment, il y a plein de nouvelles manières d'acquérir les données. Alors, une façon très force brute, c'est ce qu'on appelle les données communautaires. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez partager des photos
sur Flickr ou sur d'autres sites sur Internet. Vous pouvez partager des données qui sont même géolocalisées sur le globe. Et bien finalement, s'il y a des communautés de touristes, 2000 touristes qui ont pris en photo Notre-Dame, bah, je dois pouvoir aussi utiliser ces données pour reconstruire. Donc c'est un peu des... Alors évidemment, le niveau d'incertitude dans les mesures est colossal ici. Vous contrôlez absolument pas la phase d'acquisition, vous déléguez l'acquisition à des communautés de touristes, par exemple. Un autre défi scientifique, c'est les réseaux de capteurs. J'ai parlé tout à l'heure des capteurs instrumentés, mais aujourd'hui, nouvelle frontière aussi en recherche, c'est qu'est-ce qui se passe si on a des réseaux de capteurs, et peut-être que dans le futur, toutes les voitures de Monsieur Tout-le-Monde vont peut-être mesurer la ville, finalement, hein, puisqu'ils commencent à mettre déjà des capteurs pour détecter les piétons, etc. Donc, pourquoi pas, demain, avoir des capteurs en réseau permanents. Et dans ce cas-là, la question qui est très difficile, un défi scientifique difficile, c'est la fusion à partir de ces données capteurs hétérogènes. Comment réconcilier ces données? Comment faire de l'acquisition progressive? Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas une seule acquisition. Le but, c'est de modéliser, par exemple, la ville et tous ces changements. Et donc, le but, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle acquisition, on veut réconcilier les données, raffiner, mettre à jour. Et ensuite, il y a d'autres problèmes, évidemment, par rapport à ces réseaux de capteurs, c'est que souvent, quand on travaille, par exemple, avec des praticiens du patrimoine, eux n'ont pas des questions très géométriques à nous poser. Eux, ils nous posent des questions de beaucoup plus haut niveau qui sont, par exemple, j'aimerais comprendre la corrélation géométrique entre la ville de Marseille et puis une autre ville. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir un réseau, c'est des questions qui sont posées à nous, scientifiques, est-ce qu'on ne peut pas faire une requête dans un réseau de capteurs de ce niveau-là? Je veux comprendre les corrélations entre deux villes, deux espaces, et je voudrais que cette requête de haut niveau pilote l'acquisition et la reconstruction. On ne sait pas encore répondre à ce genre de questions aujourd'hui. Voilà, et dernière conclusion, j'avais mis dans le résumé, c'est sur l'impact sociétal. Je dis tout à l'heure que maintenant, une révolution, c'est qu'on peut numériser le monde, finalement, le monde physique. Donc l'impact sociétal, il y en a certains qui sont assez intéressants, sur lesquels on essaye d'influencer un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, la numérisation du patrimoine, ça peut rendre le patrimoine accessible à tous. La téléprésence, on parle beaucoup aujourd'hui aussi de réalité augmentée, virtuelle, etc. Si on savait numériser en 3D, on pourrait faire à ce moment-là de la téléprésence de façon, donc impacter même la façon dont les gens travaillent aujourd'hui. Et puis, enfin, un autre sujet, c'est évidemment l'ère de ce qu'on appelle mass customization, c'est-à-dire que grâce à la numérisation démocratisée pour tous, on voit les signes quand même d'une ère, nouvelle ère en fait, du sur-mesure de masse. Donc l'idée, c'est que peut-être que demain, vous n'achèterez plus un vélo dans un magasin de vélos, peut-être vous irez juste dans un magasin où on prend vos mesures, dans un scanner 3D, on vous numérise, et ça commande une imprimante 3D qui fabrique un vélo sur mesure. Donc ça peut avoir aussi un impact sociétal. Le fait que ça soit démocratisé peut avoir également un impact sociétal très intéressant, en tout cas, très stimulant pour nous. Voilà, je vous remercie. Je pointe ici un survey récent de l'an dernier sur la reconstruction de surface.